Quand j'ai entendu mon mari dire au juge que je n'avais jamais servi à rien et que je voulais seulement utiliser son nom de famille, j'ai senti mon corps se figer sur la chaise de ce tribunal. 24 ans de mariage, une fille élevée, 1000 dîners préparés, 1000 nuits blanches quand elle était malade, 1000 fois où j'ai porté cette maison sur mes épaules pendant qu'il construisait sa fortune à Montigny-le-Tilleul. Et maintenant, devant des inconnus, des avocats et notre propre fille assise au fond de la salle, Bastien Delcourt me transformait en opportuniste. La femme qui avait lavé ses vêtements, qui avait pris soin de sa mère durant ses derniers jours, qui avait renoncé à travailler à l'extérieur pour qu'il puisse voyager sans souci, était accusée d'être une parasite. J'ai regardé vers lui, et je n'ai plus rien reconnu dans ce visage qui m'avait autrefois fait croire en l'amour. Mon nom est Isandre Rouvier, et je suis né il y a 44 ans à Saint-Avelin-sur-Scarpe. Une petite ville du nord de la France où tout le monde connaît tout le monde et où les secrets restent cachés derrière des portes épaisses en bois de chêne. J'ai grandi en regardant ma mère s'occuper de mon père en silence, préparer les repas, coudre, nettoyer, toujours avec ce sourire fatigué que je me jurais de ne jamais avoir. Mais la vie a une façon cruelle de nous transformer exactement en ce que nous essayons d'éviter. Je me suis mariée avec Bastien à 20 ans, pensant qu'il était différent des hommes de mon enfance. Il avait de l'ambition, parlait d'avenir, de construire quelque chose de grand. Il venait d'une famille discrète mais fortunée, propriétaire de terres et d'entreprises à Montigny-le-Tilleul. Une petite commune de Belgique francophone où l'argent ne crie pas, il existe simplement. Au début, il me traitait comme une partenaire. Il disait qu'il avait besoin de moi, que ensemble, nous irions loin. Tout a commencé à changer quand notre fille Eloria est née. Bastien s'est mis à voyager davantage, à rester absent pendant des semaines entières, toujours avec des excuses concernant des réunions, des contrats, l'expansion des affaires. Je restais à la maison avec le bébé, puis avec l'enfant, puis avec l'adolescente. Je suis devenue mère à temps plein et épouse à temps partiel. Il rentrait fatigué, parlait à peine, mangeait et dormait. Quand Eloria a eu 10 ans, j'ai suggéré de reprendre le travail. Bastien a été clair. Nous n'avions pas besoin d'argent et Eloria avait encore besoin de moi à la maison. J'ai accepté parce que j'ai cru qu'il pensait au bien de notre fille. Aujourd'hui, je sais qu'il pensait au contrôle. Une femme sans revenu propre, sans carrière, sans indépendance, est une femme facile à effacer. Et c'est exactement ce qu'il a tenté de faire. Au cours des 5 dernières années, Bastien a complètement changé. Il est devenu distant, froid, presque hostile. Il a commencé à questionner chaque centime que je dépensais, à me traiter comme une employée devant les invités, à faire des commentaires sur mon poids, mes vêtements, mon âge. Eloria le remarquait et en souffrait. Plusieurs fois, elle m'a demandé pourquoi je supportais cela. Pourquoi je ne partais pas? Pourquoi je ne réagissais pas? Je n'avais pas de réponse. Ou plutôt, j'avais peur. Peur de me retrouver seule dans la quarantaine, sans profession, sans argent, sans rien d'autre qu'une fille qui partirait bientôt pour l'université. Bastien le savait. Il connaissait exactement le pouvoir qu'il avait sur moi. Jusqu'au jour où, il y a 8 mois, il a simplement annoncé qu'il voulait divorcer. Sans explication, sans tentative de sauver le mariage, sans rien. Il a juste dit qu'il était fatigué, que notre relation n'avait plus de sens, que je pouvais chercher un avocat. Quand j'ai demandé au sujet du partage des biens, il a souri. C'était la première fois en années que je voyais cet homme me sourire. Et dans ce sourire, j'ai compris que quelque chose de terrible allait arriver. La procédure de divorce a commencé et s'est rapidement transformée en cauchemar. L'avocat de Bastien a présenté des documents affirmant que j'avais signé un régime de séparation totale des biens juste après le mariage. Je ne me souvenais pas d'avoir signé quelque chose de tel. J'ai montré cela à mon avocat, un homme plus âgé appelé Maître Olivier Bruno, qui travaille à Lille depuis 30 ans. Il a tout analysé et m'a dit que c'était étrange, que la signature semblait authentique, mais que le document présentait des incohérences. Nous avons demandé une expertise. Pendant ce temps, Bastien a déposé une plainte m'accusant de m'être marié uniquement pour utiliser le nom de famille Delcourt et avoir accès au patrimoine de sa famille. Il disait que je n'avais jamais contribué financièrement,
que j'avais vécu à ses dépens, que je n'avais été qu'une accompagnatrice sociale. Chaque mot de ces documents me déchirait. Comment quelqu'un qui avait partagé sa vie avec moi pouvait-il me réduire à cela? Eloria était de mon côté au début. Elle voyait l'injustice, la cruauté de son père. Mais Bastien est manipulateur. Il a commencé à lui parler séparément, à dire que j'inventais des choses, que le mariage s'était terminé parce que j'étais amère et contrôlante, qu'il voulait simplement aller de l'avant. Ma fille, à 20 ans, était déchirée entre l'amour pour son père et la loyauté envers sa mère. Je voyais la douleur dans ses yeux et je ne savais pas comment la protéger de cela. Pire encore, je ne savais pas comment me protéger moi-même. Les audiences préliminaires ont été humiliantes. Bastien amenait des témoins qui me connaissaient à peine, mais qui confirmaient que je ne travaillais pas et que je dépendais de lui. Comme si élever une fille, gérer une maison, prendre soin d'une famille n'était pas du travail. Comme si 24 ans de dévouement ne valaient rien. Les mois qui ont précédé l'audience principale ont été les plus sombres de ma vie. Je me réveillais chaque matin avec une boule dans l'estomac, me demandant comment j'allais survivre à cette journée. Je passais mes soirées à relire les documents juridiques que Maître Bruno me donnait, essayant de comprendre le jargon légal, essayant de trouver un sens à tout ce qui m'arrivait. J'avais perdu du poids, mes cheveux commençaient à grisonner plus rapidement, et je voyais dans le miroir une femme que je ne reconnaissais plus. C'était comme si Bastien avait réussi à me voler non seulement ma sécurité financière, mais aussi mon identité, ma confiance en moi, ma capacité à me voir comme quelqu'un qui avait de la valeur. Eloria essayait de me soutenir du mieux qu'elle pouvait, mais elle était elle-même en train de se débattre avec ses propres démons. Elle continuait à voir son père, parfois pour essayer de le raisonner, parfois simplement parce qu'elle avait besoin de maintenir un lien avec lui malgré tout. Elle rentrait de ces rencontres encore plus troublée, me racontant comment Bastien semblait convaincu de sa propre version des faits. Comment il parlait de moi, comme si j'étais une étrangère qui avait profité de lui pendant toutes ces années. Ma fille me demandait souvent comment c'était possible qu'il croie réellement à ses propres mensonges, et je n'avais pas de réponse satisfaisante à lui donner. Peut-être que quand on se ment à soi-même assez longtemps, on finit par croire à ses propres fictions. Vous qui m'écoutez maintenant, vous qui avez peut-être vécu quelque chose de similaire ou qui connaissez quelqu'un qui l'a vécu, vous comprenez ce que je dis. On se donne, on s'abandonne, on croit qu'on construit ensemble, et soudain, on découvre qu'on était seul depuis le début. Si vous êtes là, en train d'écouter cette histoire, et qu'elle touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire pour dire d'où vous nous regardez. Parfois, on a besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans cette douleur. Et si vous pouvez, abonnez-vous à la chaîne. Ces histoires doivent être racontées. Elles doivent être entendues, parce que quand on partage, on guérit un peu. Le jour de l'audience principale, il y a 3 mois, je suis arrivé au tribunal de Lille avec les mains tremblantes. Mars était arrivé froid et gris, avec ce vent coupant qui vient du nord et pénètre jusqu'aux os. Maître Bruno était confiant. Il avait obtenu l'expertise qui montrait des irrégularités dans le document de séparation des biens. Nous avions une chance. Bastien est arrivé avec son avocat, un homme grand et imposant appelé Maître Lavigne, connu pour ne jamais perdre une cause. Eloria était là aussi, assise dans les dernières rangées, silencieuse, le visage pâle. Je voulais aller vers elle, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je n'en ai pas eu le courage. J'avais peur qu'elle me rejette devant tout le monde. L'audience a commencé et l'avocat de Bastien a été impitoyable. Il a présenté des documents financiers montrant que pendant tout le mariage, seul Bastien avait eu un revenu, que la maison où nous vivions était à son nom, que les voitures, les comptes, les investissements, tout était uniquement à son nom. Il a argumenté que j'avais choisi de ne pas travailler, que c'était ma décision, et que maintenant je voulais bénéficier d'un patrimoine que je n'avais pas aidé à construire. Maître Bruno a contre-argumenté, en expliquant que dans un mariage, le travail domestique et l'éducation des enfants sont des contributions essentielles, que j'avais renoncé à ma carrière pour soutenir celle de Bastien, que cela devait être reconnu. Le juge, un homme sérieux d'environ 60 ans appelé juge Marchand, écoutait tout avec une expression neutre, prenant parfois des notes. La salle d'audience sentait le papier ancien et le bois ciré.
La lumière froide de Mars entrait par les hautes fenêtres, créant de longues ombres sur les chaises de velours usées. Je pouvais entendre le grattement du stylo du greffier sur le papier, le murmure occasionnel des autres personnes présentes dans la salle, le battement sourd de mon propre cœur dans ma poitrine. Tout semblait à la fois hyper réel et complètement irréel, comme si je regardais ma propre vie se dérouler devant moi dans un film où je n'étais qu'une spectatrice impuissante. C'est lorsque Maître Lavigne a demandé la parole pour que Bastien fasse une déclaration personnelle que mon monde s'est complètement effondré. Mon mari s'est levé, a ajusté son costume bleu marine impeccable, a regardé directement le juge et a commencé à parler. Il a dit que notre mariage avait été une erreur depuis le début, que je venais d'une famille pauvre et sans perspective, qu'il s'était marié avec moi jeune et immature, sans comprendre les conséquences. Il a dit qu'au fil des années, il avait réalisé que je n'avais pas d'ambition, pas de volonté de grandir, que je voulais seulement la sécurité du nom Delcourt et le confort qu'il procurait. Et puis est venue la phrase qui m'a détruite. Que je n'avais jamais servi à rien d'autre qu'à occuper de l'espace dans sa maison et que mon seul intérêt avait toujours été d'utiliser son nom et son argent. Le silence qui a suivi était lourd. J'ai regardé vers Eloria et j'ai vu des larmes couler sur son visage. J'ai regardé vers Maître Bruno et j'ai vu de l'indignation. J'ai regardé vers le juge et je n'ai rien pu déchiffrer. Je voulais crier, je voulais me lever et dire tout ce qui était coincé dans ma gorge depuis des années, mais je suis restée paralysée. L'humiliation était telle que même la colère ne pouvait pas sortir. Maître Bruno a demandé un droit de réponse et a commencé à défendre ma dignité, à parler des années de dévouement, du sacrifice, de l'injustice de cette accusation. Mais les mots de Bastien avaient déjà été prononcés. Ils étaient déjà enregistrés. Ils m'avaient déjà marqué pour toujours. Dans ma tête tournaient en boucle toutes ces années où j'avais cru construire une famille, un foyer, un avenir commun. Toutes ces matinées où je me levais avant lui pour préparer son café exactement comme il l'aimait. Toutes ces fois où j'avais annulé mes propres projets, mes propres envies pour m'adapter à son emploi du temps, à ses besoins, à ses exigences. Toutes ces années où j'avais mis mes rêves de côté, mes ambitions professionnelles, mes désirs d'indépendance, parce que je croyais que c'était ce qu'on faisait quand on aimait quelqu'un, quand on s'engageait dans un mariage, quand on construisait une vie ensemble. Et voilà que tout cela était réduit à néant, transformé en calcul égoïste, en opportunisme, en parasitisme. Je pensais que rien de pire ne pouvait arriver ce jour-là. J'avais tort. Ce qui allait suivre changerait tout d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais à cet instant précis, assise dans ce tribunal froid, écoutant l'homme que j'avais aimé me détruire publiquement avec ses mots, je ne savais pas encore que la vérité était sur le point d'éclater d'une façon que personne, pas même moi, n'aurait pu prévoir. Le juge Marchand a levé la main pour demander le silence dans la salle. L'atmosphère était lourde, chargée de cette tension particulière qui précède les moments décisifs. Mon avocat venait de terminer sa défense passionnée de ma dignité. Mais je sentais que les mots de Bastien résonnaient encore dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents. Comment effacer une accusation aussi brutale? Comment prouver une vie entière de dévouement face à un homme qui avait les ressources, les relations et surtout le pouvoir de réécrire notre histoire commune à sa convenance? J'avais les mains crispées sur mon sac à main, mes ongles s'enfonçant dans le cuir usé, essayant de m'accrocher à quelque chose de tangible pendant que tout s'effondrait autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un mouvement dans le fond de la salle. Eloria s'était levée. Ma fille, mon unique enfant, celle que j'avais portée, nourrie, élevée avec tout l'amour dont j'étais capable, se tenait debout, le visage blême mais le regard déterminé. Elle tenait quelque chose dans ses mains, un petit objet que je ne pouvais pas distinguer de là où j'étais assise. Le juge l'a remarqué immédiatement et lui a demandé si elle souhaitait intervenir. Eloria a hoché la tête, sa voix tremblant légèrement quand elle a demandé la permission de témoigner. Maître Lavigne, l'avocat de Bastien, s'est immédiatement opposé, arguant qu'elle n'était pas sur la liste des témoins prévus. Mais le juge, avec cette intuition que seuls les magistrats expérimentés possèdent, a décidé de l'autoriser à parler, précisant qu'en tant que fille majeure du couple,
Elle avait le droit d'apporter son témoignage si elle le jugeait nécessaire. Eloria s'est avancée lentement dans l'allée centrale, chaque pas résonnant sur le parquet ciré du tribunal. Je voyais ses épaules trembler légèrement sous son pull gris, ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval simple qui lui donnait un air encore plus jeune que ses 20 ans. Quand elle est arrivée devant le juge, elle s'est retournée un instant vers Bastien. Le regard qu'ils ont échangé était chargé de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Un mélange de douleur, de trahison et de quelque chose qui ressemblait à des excuses. Bastien est devenu pâle. Pour la première fois depuis le début de cette procédure, j'ai vu une fissure dans son masque d'assurance. Il savait quelque chose que j'ignorais. Et ce quelque chose était sur le point d'exploser dans cette salle d'audience. Le juge a invité Eloria à prêter serment et à s'asseoir à la barre des témoins. Ma fille a obéi, posant devant elle l'objet qu'elle tenait. Une clé USB noire, toute simple, mais qui semblait peser des tonnes dans l'atmosphère tendue de la salle. Elle a pris une profonde inspiration, ses mains jointes devant elle, et a commencé à parler d'une voix qui devenait plus assurée à mesure qu'elle avançait dans son récit. Elle a expliqué qu'elle aimait son père, qu'elle l'avait toujours aimé et admiré, qu'elle avait voulu le croire quand il lui avait dit que le divorce était nécessaire, que leur mariage avec moi était devenu toxique. Pendant des mois, elle avait essayé de rester neutre, de ne pas prendre parti, de comprendre les deux versions. Mais quelque chose la dérangeait dans le discours de Bastien, quelque chose qui ne collait pas avec l'homme qu'elle avait toujours connu. Il y a 3 mois, a-t-elle continué, elle était rentrée à la maison familiale de Montigny-le-Tilleul pendant un week-end alors que Bastien était censé être en déplacement professionnel à Bruxelles. Elle avait oublié son chargeur d'ordinateur et était passée le chercher. En entrant dans le bureau de son père, une pièce habituellement fermée à clé mais qu'elle avait trouvée ouverte ce jour-là, elle était tombée sur des documents éparpillés sur le bureau. Ce n'était pas son intention de fouiller. Elle voulait juste récupérer son chargeur et partir. Mais un nom avait attiré son attention sur l'un des papiers. Mon nom, Isandre Rouvier, sur un document qui ressemblait à un contrat de société. Elle s'était approchée, intriguée, et avait commencé à lire. Ce qu'elle avait découvert l'avait glacée jusqu'aux os. Bastien avait créé, 3 ans plus tôt, une entreprise de gestion immobilière enregistrée en Belgique, sous le nom de Rouvier Property Management. Cette société était officiellement dirigée par moi, avec ma signature sur tous les documents d'incorporation, mon nom comme administratrice unique, mon identité comme responsable légale de toutes les transactions. Le problème, a dit Eloria en me regardant pour la première fois depuis qu'elle avait commencé son témoignage, c'est que je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise. Je n'avais jamais signé de tels documents. Je n'avais jamais accepté de diriger quoi que ce soit. Bastien avait falsifié ma signature, utilisé mes documents d'identité, créé une société fantôme en mon nom pour y transférer une partie de ses actifs et les soustraire au patrimoine commun en cas de divorce. Et le plus terrible, c'est qu'il avait fait en sorte que, si les autorités découvraient un jour cette fraude, ce soit moi qui en porte la responsabilité légale, pas lui. Le silence dans la salle était assourdissant. Même Maître Lavigne, pourtant habitué aux rebondissements judiciaires, semblait abasourdi. Bastien, lui, était devenu livide, ses mains agrippées aux accoudoirs de sa chaise. Le juge marchand s'est penché en avant, demandant à Eloria si elle avait des preuves de ce qu'elle avançait. Ma fille a alors soulevé la clé USB, expliquant qu'après avoir trouvé ces documents, elle avait passé des semaines à chercher d'autres éléments. Elle avait accédé à l'ordinateur de son père, connaissait son mot de passe depuis des années, et avait méthodiquement copié tous les fichiers suspects qu'elle avait pu trouver. Des échanges d'emails avec des notaires belges, des captures d'écran de virements bancaires, des conversations sur des applications de messagerie cryptées où Bastien discutait ouvertement de sa stratégie pour me laisser sans rien en cas de séparation. Tout était là, sur cette petite clé USB qui contenait la vérité que Bastien avait essayé d'enterrer. Maître Bruno a immédiatement demandé à examiner les preuves. Le juge a accepté et a décrété une suspension d'audience d'1 heure pour permettre l'analyse préliminaire des documents. Pendant cette pause, je suis resté dans une petite salle d'attente, incapable de parler, incapable même de pleurer. Mon avocat examinait les fichiers sur son ordinateur portable, fronçant les sourcils, secouant parfois la tête, murmurant des « incroyables » et des « c'est de la fraude caractérisée ».
Eloria est venue s'asseoir à côté de moi. Nous n'avons pas parlé pendant de longues minutes. Puis, finalement, elle a posé sa main sur la mienne et a murmuré qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû venir me voir plus tôt, qu'elle avait eu peur de ce que ça détruirait dans notre famille. Je l'ai serrée dans mes bras, cette fille courageuse qui venait de sauver sa mère en sacrifiant l'image qu'elle avait de son père. Quand l'audience a repris, l'atmosphère avait changé du tout au tout. Maître Bruno a présenté au juge une sélection des éléments les plus compromettants trouvés sur la clé USB d'Eloria. Des emails où Bastien donnait des instructions précises à un notaire belge pour créer cette société en mon nom, des discussions avec un complice sur la meilleure façon de falsifier ma signature de manière crédible, des relevés bancaires montrant des transferts massifs vers cette entreprise fantôme juste avant qu'il ne demande le divorce. Il y avait même des messages où il se vantait auprès d'un ami de sa stratégie, disant textuellement qu'il allait me laisser sans un centime et avec toute la responsabilité légale si ça tournait mal. La préméditation était évidente, la malveillance indéniable, la fraude documentée noir sur blanc. Le juge Marchand a demandé à Bastien s'il souhaitait répondre à ces accusations. Mon mari, ou plutôt l'homme qui avait été mon mari, est resté silencieux pendant un long moment. Son avocat lui chuchotait quelque chose à l'oreille, probablement des conseils de ne rien dire qui pourraient aggraver sa situation. Finalement, Bastien a simplement déclaré qu'il souhaitait exercer son droit de ne pas s'incriminer et qu'il répondrait à ces allégations avec son avocat en privé. Le juge a hoché la tête, mais son expression en disait long. Il avait vu assez de cas dans sa carrière pour reconnaître un coupable quand il en voyait un. Ce n'était plus une question de prouver l'innocence de Bastien, mais de déterminer l'étendue de sa culpabilité et les conséquences de ses actes. Mais ce que le juge allait faire ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Au lieu de simplement ajourner l'audience pour permettre une enquête approfondie, ce qui aurait été la procédure normale, juge Marchand s'est levé de son siège. Dans un tribunal français, quand le juge se lève pendant une audience, c'est un geste rare et solennel qui commande le silence absolu et l'attention de tous. Tout le monde dans la salle s'est tu instantanément. Il a regardé Bastien directement dans les yeux et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Il a dit que dans toutes ces années de magistrature, il avait rarement vu une tentative aussi cynique et méthodique de destruction d'une personne par quelqu'un qui prétendait l'aimer. Que ce qui était présenté devant lui n'était pas simplement un divorce conflictuel, mais une entreprise criminelle visant à dépouiller une femme de tout ce qui lui revenait légitimement, tout en la chargeant de responsabilités juridiques pour des actes qu'elle n'avait jamais commis. Le juge a ensuite déclaré que non seulement il annulait immédiatement toute demande de Bastien concernant la séparation des biens, mais qu'il ordonnait également le gel de tous les comptes et actifs de mon mari en attendant une enquête complète sur ses activités financières. Il a ajouté que les éléments présentés par ma fille constituaient des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'une enquête pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et fraude fiscale. Et puis, il a prononcé 6 mots qui ont inversé tout ce que Bastien avait dit plus tôt. 6 mots qui ont restauré ma dignité devant tous ces témoins. Madame Delcourt n'a jamais été l'accusée. En disant cela, il a reconnu que j'étais la victime, pas l'opportuniste, pas la parasite, pas celle qui n'avait jamais servi à rien. J'étais celle qui avait été utilisée, trahie, manipulée par l'homme même qui m'accusait de tous ces maux. La salle d'audience a explosé en murmures. Maître Lavigne tentait de protester, invoquant des points de procédure, demandant des délais, mais le juge l'a coupé net. Il a ordonné une nouvelle expertise de tous les documents financiers du couple, cette fois menée par un expert judiciaire indépendant, et a fixé une nouvelle audience dans 3 mois. En attendant, il m'accordait une pension alimentaire substantielle prélevée directement sur les comptes de Bastien, ainsi que le droit de rester dans notre maison familiale. Bastien, lui, devrait trouver un autre logement et se tenir à disposition de la justice pour l'enquête pénale qui allait être ouverte contre lui. Mon avocat était radieux. Eloria pleurait en silence. Et moi, j'étais dans un état second, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. En sortant du tribunal ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis des années, de l'espoir. Pas seulement l'espoir de gagner ce procès, mais l'espoir plus profond qu'il existe encore de la justice dans ce monde,
que la vérité finit par émerger même quand elle est enterrée sous des années de mensonges. Eloria est venue habiter avec moi dans les jours qui ont suivi. Elle avait besoin de distance avec son père, besoin de traiter ce qu'elle venait de découvrir sur l'homme qu'elle avait idolâtré toute sa vie. Nous avons passé de longues soirées à parler, à pleurer ensemble, à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Ma fille m'a confié qu'elle avait eu des doutes sur son père depuis longtemps, qu'elle avait remarqué la façon dont il me traitait, les commentaires dégradants, le contrôle progressif. Mais confronter un parent, surtout quand on les aime, est une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire. Elle avait eu besoin de preuves irréfutables pour se permettre de voir la vérité. Et ces preuves, elle les avait trouvées. Les 3 mois qui ont suivi cette audience ont été parmi les plus étranges de ma vie. D'un côté, j'avais retrouvé une forme de liberté que je n'avais pas connue depuis des décennies. Je pouvais prendre des décisions sans avoir à rendre des comptes à Bastien. Je pouvais respirer sans sentir son regard désapprobateur. Je pouvais simplement exister sans être constamment jugé. La pension alimentaire que le juge m'avait accordée était généreuse, suffisante pour vivre confortablement et même pour commencer à penser à mon avenir de manière indépendante. Mais d'un autre côté, l'enquête qui se déroulait en parallèle révélait des aspects de la vie de Bastien que je n'aurais jamais soupçonnés. Et chaque nouvelle découverte était comme un coup de poignard supplémentaire dans une blessure qui n'avait pas encore eu le temps de cicatriser. L'expert judiciaire nommé par le tribunal, un homme méticuleux d'une 50aine d'années nommé Monsieur Fabien Roussel, avait commencé son travail avec une efficacité impressionnante. Il avait convoqué Bastien à plusieurs reprises pour lui demander des explications sur diverses transactions financières suspectes. Mon ex-mari, car c'était maintenant ainsi que je devais le considérer, même si le divorce n'était pas encore prononcé, était accompagné en permanence de Maître Lavigne, qui l'empêchait de répondre à la plupart des questions en invoquant son droit de ne pas s'incriminer. Cette stratégie de silence, bien que légalement défendable, ne faisait qu'aggraver l'impression de culpabilité qui l'entourait. Monsieur Roussel m'avait également convoqué, mais dans mon cas, c'était pour m'expliquer ce qu'il découvrait et me demander si j'avais des informations qui pourraient l'aider dans son enquête. Les premiers jours après l'audience avaient été étrangement calmes. Je m'étais installé dans une routine nouvelle, me réveillant sans l'angoisse habituelle qui m'étreignait depuis des mois. La maison de Montigny-le-Tilleul me semblait différente maintenant que Bastien n'y était plus. Les pièces respiraient mieux, comme si elles aussi avaient été libérées d'un poids invisible. Eloria passait plus de temps avec moi, parfois juste pour s'asseoir en silence dans le salon, parfois pour parler de tout ce qui s'était passé. Nous apprenions à nous redécouvrir, ma fille et moi, sans l'ombre oppressante de Bastien entre nous. J'avais commencé à faire des choses simples que je n'avais pas faites depuis des années. Marcher dans le quartier sans but précis, juste pour le plaisir de sentir l'air frais sur mon visage. Prendre un café dans un petit bistrot de Lille sans avoir à justifier où j'étais ou combien j'avais dépensé. Lire un livre entier en une journée sans être interrompu par des demandes ou des reproches. Ces petites libertés, qui auraient semblé insignifiantes à quelqu'un d'autre, étaient pour moi comme des trésors précieux, des rappels que ma vie m'appartenait enfin. C'est lors de notre 3e rencontre, fin mai, alors que les arbres de l'île explosèrent de verdure et que le printemps apportait enfin un peu de douceur après le long hiver, que Monsieur Roussel m'a révélé quelque chose qui m'a bouleversé au-delà de ce que je croyais possible. Assis dans son bureau sobre du tribunal, entouré de dossiers et de documents financiers, il m'a expliqué que l'entreprise créée en mon nom, Rouvier Property Management, n'était que la partie visible de l'iceberg. En creusant plus profondément, il avait découvert que Bastien avait créé non pas une, mais 4 sociétés différentes en utilisant mon identité. Certaines en Belgique, d'autres au Luxembourg, toutes enregistrées avec ma fausse signature, toutes servant à dissimuler des actifs ou à organiser des transactions financières douteuses. Le montant total des fonds transitant par ces sociétés fantômes se comptait en millions d'euros. Je me souviens d'être resté figé sur ma chaise pendant que Monsieur Roussel me montrait les documents. Des pages et des pages de transactions, de virements, de contrats, tous portant mon nom, tous avec ma signature falsifiée. C'était surréaliste de voir mon identité utilisée de cette manière, comme si quelqu'un avait volé mon visage pour commettre des crimes.
Monsieur Roussel m'expliquait patiemment chaque document, me montrant les incohérences qui prouvaient de la fraude, les petites erreurs que Bastien ou ses complices avaient faites dans leur falsification. Apparemment, même les criminels les plus méticuleux laissent des traces. Mais ce n'était pas le pire. Monsieur Roussel a sorti un autre dossier, plus mince celui-là, et me l'a tendu avec une expression de compassion inhabituelle pour quelqu'un d'habitude si professionnel et détaché. À l'intérieur, j'ai trouvé des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas, ouvert au nom de Bastien dans une petite banque privée de Genève. Les transactions remontaient à plus de 12 ans et montraient des versements réguliers, mensuels, toujours du même montant, 3 000 €. Ces versements étaient accompagnés d'une référence énigmatique. Entretien familial, CB. Monsieur Roussel m'a demandé si ces initiales me disaient quelque chose. Je les ai fixées longuement, cherchant dans ma mémoire, mais rien ne me venait. Il a alors ajouté, presque avec délicatesse, que ses recherches l'avaient conduit à découvrir qu'il s'agissait des initiales d'une femme nommée Camille Bonnet, résidant à Lyon, et que cette femme avait un fils de 11 ans nommé Théo. Le monde s'est arrêté de tourner pendant quelques secondes. J'ai relu les documents, incapable de comprendre, ou plutôt refusant de comprendre ce que ces informations signifiaient. Monsieur Roussel a continué à parler, sa voix semblant venir de très loin. Il expliquait qu'il avait contacté cette femme dans le cadre de son enquête, qu'elle avait confirmé avoir eu une relation avec Bastien pendant plusieurs années, qu'elle ignorait qu'il était marié au début, et que quand elle l'avait découvert, elle était déjà enceinte. Bastien lui avait promis de quitter sa famille, puis s'était rétracté, mais avait accepté de subvenir aux besoins de l'enfant financièrement. Pendant 11 ans, mon mari avait donc eu un fils caché, une seconde vie dont je n'avais jamais rien su, financée par l'argent que nous avions théoriquement construit ensemble. Ma première réaction n'a pas été la colère, mais un sentiment d'irréalité totale. Comment était-ce possible? Comment avais-je pu vivre avec quelqu'un pendant toutes ces années sans rien voir, sans rien sentir? Je me suis mise à repenser à tous ces voyages d'affaires, à toutes ces absences prolongées, à tous ces week-ends où il devait soi-disant rencontrer des clients importants. Combien d'entre eux étaient en réalité des moments passés avec cette autre femme, avec cet enfant? Combien de fois avait-il menti en me regardant droit dans les yeux? Combien de fois m'avait-il embrassé en rentrant alors qu'il venait de quitter les bras d'une autre? Je suis sortie de ce rendez-vous dans un état de choc profond. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu partager la vie d'un homme pendant plus de 2 décennies sans remarquer qu'il menait une double existence? Toutes ces fois où il disait être en déplacement professionnel, combien d'entre elles étaient en réalité des voyages pour voir cette autre femme et cet enfant? Toutes ces dépenses que je trouvais un peu excessives, combien servaient à entretenir cette famille parallèle? La trahison était d'une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de documents falsifiés. C'était toute ma vie, toutes mes certitudes, toute ma compréhension de qui j'étais et de ce qu'avait été mon mariage qui s'effondrait complètement. J'ai marché pendant des heures dans les rues de Lille ce jour-là, sans vraiment voir où j'allais, perdu dans mes pensées. Les passants me regardaient probablement bizarrement. Cette femme d'âge moyen qui errait sans but avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je me suis retrouvée devant la cathédrale Notre-Dame de la Treille sans même m'en rendre compte. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais j'ai ressenti le besoin d'entrer, de m'asseoir dans le silence frais de cette grande église, de trouver un moment de paix au milieu du chaos qui tourbillonnait dans ma tête. Assise sur un banc dur, regardant les vitraux colorés qui projetaient des motifs de lumière sur le sol de pierre, j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais vraiment. Il y avait de la douleur, bien sûr, une douleur profonde et lancinante qui semblait venir du centre même de mon être. Il y avait de la colère aussi, une rage bouillonnante contre Bastien pour ce qu'il m'avait fait, mais aussi contre moi-même pour avoir été si naïve, si aveugle. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus complexe et difficile à nommer. C'était presque du soulagement. Soulagement de comprendre enfin pourquoi notre mariage avait toujours semblé incomplet, pourquoi Bastien avait toujours été émotionnellement distant, pourquoi j'avais toujours eu l'impression qu'il y avait une partie de lui que je ne connaissais pas et ne connaîtrai jamais,
Eloria a été effondrée quand je lui ai appris qu'elle avait un demi-frère dont elle ignorait l'existence. Elle, qui croyait être fille unique, qui avait grandi en rêvant parfois d'avoir une sœur ou un frère, découvrait qu'elle en avait un depuis 11 ans et que son père le lui avait caché. Quand je lui ai annoncé la nouvelle ce soir-là, elle était en train de préparer le dîner dans notre cuisine. Elle s'est figée, le couteau qu'elle tenait tombant sur la planche à découper avec un bruit sourd. Son visage est passé par une série d'expressions, incrédulité, confusion, douleur, puis une sorte de résignation amère. Elle a voulu le rencontrer immédiatement. J'ai essayé de la raisonner, lui expliquant que ce petit garçon et sa mère avaient leur propre vie, qu'ils n'avaient peut-être aucune envie d'être mêlés à notre drame familial. Mais Eloria était déterminée. Elle a passé des heures sur Internet cette nuit-là, cherchant des informations sur Camille Bonnet, essayant de comprendre qui était cette femme qui avait partagé une partie de la vie de son père. Elle a trouvé ses profils sur les réseaux sociaux, regardé des photos de ce petit garçon qui était son frère sans le savoir. Dans certaines de ces photos, elle pouvait voir des traits qui ressemblaient à ceux de son père, la même forme de nez, les mêmes yeux. C'était troublant et fascinant à la fois. Elle a contacté Camille Bonnet via les réseaux sociaux, s'est présentée, a expliqué la situation. À ma grande surprise, Camille a accepté de la rencontrer. Elle aussi, apparemment, avait été tenue dans l'ignorance de beaucoup de choses concernant Bastien et voulait comprendre qui était vraiment l'homme qu'elle avait aimé. Dans les messages qu'elles ont échangés avant de se rencontrer, Camille s'était montrée prudente mais ouverte. Elle avait dit à Eloria qu'elle ne voulait pas de drame, qu'elle voulait juste protéger son fils, mais qu'elle comprenait le besoin de ma fille de connaître la vérité. La rencontre a eu lieu mi-juin, dans un café discret de Lyon. Eloria y est allée seule, malgré ma proposition de l'accompagner. Elle avait besoin de faire ça par elle-même, disait-elle, de regarder dans les yeux cette femme qui avait partagé une partie de la vie de son père, de voir ce petit garçon qui était son frère sans le savoir. Le trajet en train jusqu'à Lyon lui avait semblé interminable, m'avait-elle raconté plus tard. Elle avait répété dans sa tête 1000 fois ce qu'elle allait dire, comment elle allait se présenter, quelles questions elle allait poser. Mais quand elle est finalement arrivée au café et a vu Camille assise à une table près de la fenêtre, avec Théo à ses côtés, tous ses plans soigneusement préparés se sont évaporés. Quand elle est rentrée ce soir-là, très tard, elle était bouleversée mais aussi étrangement apaisée. Elle m'a raconté que Camille était une femme simple, professeure dans un collège, qui avait rencontré Bastien lors d'un séminaire professionnel à Lyon il y a 12 ans. Leur relation avait duré 3 ans, pendant lesquels Bastien lui rendait visite régulièrement, toujours avec de bonnes excuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas s'engager davantage. Quand elle avait découvert qu'il était marié et père de famille, elle avait voulu rompre, mais elle était déjà enceinte de 4 mois. Eloria m'a décrit Camille comme une femme douce mais forte, avec des yeux tristes qui trahissaient les années de solitude et de sacrifice. Elle enseignait les mathématiques à des élèves de 4e et 3e, vivait dans un petit appartement du 5e arrondissement de Lyon et faisait de son mieux pour élever Théo seule. Elle n'avait jamais demandé plus à Bastien que cet argent mensuel qui lui permettait de subvenir aux besoins de son fils, d'assurer son éducation, ses activités extrascolaires, ses projets d'avenir. Elle avait sa fierté et ne voulait pas être perçue comme quelqu'un qui profitait de la situation. Bastien l'avait supplié de garder l'enfant, lui promettant de s'en occuper financièrement, ce qu'il avait fait scrupuleusement pendant toutes ces années. Mais il n'avait jamais vraiment été un père pour Théo. Il venait le voir 2 ou 3 fois par an, toujours brièvement, toujours avec des excuses pour ne pas rester plus longtemps. L'enfant avait grandi en sachant qui était son père, mais sans vraiment le connaître, sans comprendre pourquoi il ne pouvait pas avoir une relation normale avec lui. Camille avait fini par se reconstruire. Elle avait même rencontré quelqu'un d'autre, un homme bien qui traitait Théo comme son propre fils. Elle ne demandait plus rien à Bastien que cet argent qu'il envoyait chaque mois et qui permettait d'assurer l'avenir de son fils. Mais maintenant, avec toute cette histoire qui éclatait, avec l'enquête judiciaire, avec les accusations de fraude, elle avait peur que cet argent disparaisse et que Théo en pâtisse. Théo, m'avait raconté Eloria avec émotion, était un garçon adorable. Timide au début, il s'était progressivement ouvert pendant leur rencontre. Il aimait les échecs, les livres de science-fiction
et rêvait de devenir ingénieur aérospatial. Il ressemblait étonnamment à Eloria au même âge, avec les mêmes boucles châtain clair, la même façon de froncer les sourcils quand il réfléchissait. Quand Eloria lui avait dit qu'elle était sa demi-sœur, ses yeux s'étaient illuminés. Il avait toujours voulu avoir une grande sœur, avait-il confié timidement. Quelqu'un à qui il pourrait poser des questions, demander des conseils, partager des secrets. Eloria lui avait promis qu'elle ferait tout pour protéger son petit frère, qu'elle s'assurerait que l'argent qui lui était dû continuerait à lui parvenir. Elle était revenue de cette rencontre avec une maturité nouvelle, comme si en l'espace de quelques mois, elle était passée de l'adolescence à l'âge adulte d'un coup brutal. Elle m'a dit qu'elle avait compris quelque chose d'important ce jour-là, que son père n'était pas un monstre, juste un homme faible, égoïste, incapable d'assumer ses choix et qui avait préféré mentir et manipuler plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, lui a permis de commencer à faire le deuil de l'image idéalisée qu'elle avait de lui et d'accepter la réalité de qui il était vraiment. Les semaines suivantes ont été marquées par une série de révélations qui ne cessaient de s'accumuler. Monsieur Roussel continuait son enquête minutieuse et découvrait chaque jour de nouveaux éléments troublants. Il avait trouvé des traces de relations d'affaires douteuses, des partenariats avec des personnes ayant des casiers judiciaires, des investissements dans des entreprises fantômes situées dans des paradis fiscaux. Le portrait qui émergeait était celui d'un homme vivant une vie double, voire triple, jonglant entre différentes identités et différentes réalités, mentant à tout le monde, y compris probablement à lui-même. Pendant ce temps, Maître Bruno préparait activement notre défense pour la nouvelle audience fixée fin juin. Il était confiant. Les preuves contre Bastien s'accumulaient, l'enquête de M. Roussel révélait chaque jour de nouveaux éléments compromettants, et même l'existence de cette famille cachée venait renforcer notre argumentation en montrant un pattern de dissimulation et de manipulation qui caractérisait tous les aspects de la vie de Bastien. Mon avocat prévoyait non seulement d'obtenir une part substantielle du patrimoine lors du divorce, mais aussi de demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral que j'avais subi. Il parlait de sommes importantes, suffisantes pour me permettre de recommencer ma vie dans de bonnes conditions, peut-être même de reprendre des études ou de lancer un projet professionnel qui me tenait à cœur. Mais moi, aussi étrange que cela puisse paraître, l'argent n'était plus vraiment ce qui comptait. Bien sûr, j'avais besoin de sécurité financière, surtout à mon âge où recommencer une carrière n'était pas évident. Mais ce que je voulais vraiment, c'était la reconnaissance de ce que j'avais vécu, la validation de ma douleur, l'affirmation que je n'avais pas imaginé toutes ces années de manipulation et d'abus psychologiques. Je voulais que quelqu'un, officiellement, publiquement, dise que j'avais raison, que je n'étais pas folle, que je n'étais pas celle qui n'avait jamais servi à rien. Et cette reconnaissance, je l'avais déjà obtenue en partie ce jour-là au tribunal, quand le juge s'était levé pour déclarer que je n'avais jamais été l'accusé. Mais je voulais aller jusqu'au bout, entendre le jugement final, voir Bastien assumer ses actes. J'avais commencé à tenir un journal pendant cette période. Chaque soir, avant de me coucher, j'écrivais mes pensées, mes émotions, mes réflexions sur tout ce qui se passait. C'était une façon de donner un sens au chaos, de transformer la douleur en mots, de créer une narrative cohérente à partir de fragments épars. Parfois, en relisant ce que j'avais écrit les jours précédents, j'étais surprise de constater à quel point mes émotions pouvaient changer rapidement. Un jour, j'étais pleine d'espoir et de détermination. Le lendemain, j'étais submergée par le doute et le désespoir. Mais progressivement, au fil des semaines, je voyais une tendance se dessiner. Je me sentais de plus en plus forte, de plus en plus sûre de moi, de plus en plus capable d'envisager un avenir sans Bastien. Eloria avait noué une relation régulière avec Théo et Camille. Elle s'appelait plusieurs fois par semaine, parfois elle se voyait le week-end. Ma fille amenait parfois Théo au cinéma, au musée, ou simplement se promener dans les rues de Lyon. Elle lui apprenait à jouer aux échecs plus sérieusement, l'encourageait dans ses études, l'aidait avec ses devoirs de mathématiques quand il avait des difficultés. Théo s'était attaché à elle d'une manière touchante. Et Eloria trouvait dans ce rôle de grande sœur une forme de rédemption pour tout ce qui s'était passé avec son père. Camille et moi avions eu quelques conversations téléphoniques.
C'était étrange au début, parler avec la femme qui avait été la maîtresse de mon mari, mais je m'étais rapidement rendu compte qu'elle était autant victime que moi des mensonges de Bastien. Elle m'avait raconté sa version de l'histoire, comment elle était tombée amoureuse de cet homme charmant qui lui avait fait 1000 promesses qu'il n'avait jamais tenues. Elle avait pleuré en me parlant de la solitude des premières années avec Théo, de la difficulté d'élever un enfant seul tout en travaillant à plein temps, de la douleur de voir son fils grandir sans véritable figure paternelle. Nous avions fini par développer une forme de solidarité féminine, unie par notre expérience commune d'avoir été trompés et manipulés par le même homme. La veille de la nouvelle audience, j'ai eu une insomnie terrible. Je tournais et retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, assailli par des souvenirs de toutes ces années passées, me demandant à quel moment exactement les choses avaient recommencé à dérailler, s'il y avait eu des signes que j'aurais dû voir, des moments où j'aurais pu changer le cours des événements. Eloria est venue me rejoindre vers 3 heures du matin. Elle non plus ne dormait pas. Nous nous sommes installés dans le salon avec du thé et des couvertures et nous avons parlé jusqu'à l'aube. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, de ma force, de ma dignité face à tout ce que j'avais enduré. Ces mots venant de ma fille étaient plus précieux que n'importe quelle somme d'argent que je pourrais obtenir du tribunal. Nous avons parlé de l'avenir, de ce que nous allions faire après le jugement final, de nos rêves et de nos projets. Eloria voulait peut-être faire un master en travail social, se spécialiser dans l'aide aux victimes de violences domestiques. Moi, je commençais à envisager de reprendre des études aussi, peut-être en comptabilité ou en gestion, quelque chose qui me permettrait d'être financièrement indépendante et de reconstruire une carrière professionnelle. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir à l'est, annonçant le lever du soleil sur cette journée cruciale qui allait déterminer notre avenir, Eloria m'a pris la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que peu importe ce qui allait se passer au tribunal, peu importe le jugement qui serait rendu, elle savait déjà que nous avions gagné la seule chose qui comptait vraiment, notre liberté, notre dignité et notre capacité à nous reconstruire ensemble. Et dans la lumière douce de cette aube nouvelle, j'ai su qu'elle avait raison. L'audience finale s'est tenue un mardi matin de fin juin, sous un ciel éclatant qui contrastait étrangement avec la gravité de ce qui allait se jouer dans cette salle de tribunal. Le juge Marchand était le même, ce qui était rassurant car il connaissait déjà tous les tenants et aboutissants de l'affaire. Maître Bruno était confiant mais concentré, révisant ses notes jusqu'à la dernière minute. Bastien était là aussi, mais il était différent. Les 3 derniers mois avaient laissé leur marque. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés trahissaient des nuits difficiles. Son assurance arrogante avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation. Maître Lavigne était toujours à ses côtés, mais même lui semblait moins combatif qu'avant, comme s'il savait que la bataille était perdue d'avance. Monsieur Roussel, l'expert judiciaire, a présenté son rapport en premier. C'était un document de plus de 100 pages qui détaillait méticuleusement toutes les fraudes commises par Bastien sur une période de 15 ans. Les sociétés fantômes, les faux documents, les détournements de fonds, les comptes cachés à l'étranger, tout y était. Le montant total des actifs dissimulés s'élevait à près de 4 millions d'euros, une somme qui m'a coupé le souffle. Pendant toutes ces années où Bastien me reprochait chaque euro dépensé pour les courses ou les vêtements d'Eloria, il cachait des millions. Monsieur Roussel a également évoqué l'existence de la relation avec Camille Bonnet et du fils né de cette union, soulignant que l'argent versé pour l'entretien de cet enfant provenait du patrimoine commun du couple, ce qui constituait une utilisation frauduleuse des ressources familiales. Maître Bruno a ensuite pris la parole pour présenter nos demandes. Il a demandé la dissolution du mariage aux torts exclusifs de Bastien, avec pour conséquence une répartition du patrimoine largement en ma faveur compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire. Il a réclamé 75% des biens communs, y compris la maison familiale de Montigny-le-Tilleul, ainsi que des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral que j'avais subi. Il a également demandé que Bastien soit condamné à continuer à verser une pension à Camille Bonnet pour l'entretien de Théo, mais que cet argent soit désormais prélevé sur sa part à lui et non sur le patrimoine commun. Enfin, il a demandé que le tribunal ordonne une enquête pénale approfondie sur les activités frauduleuses de Bastien, notamment en matière fiscale.
Maître Lavigne a tenté une défense, mais son cœur n'y était clairement pas. Il a admis que son client avait commis des erreurs, qu'il avait agi de manière répréhensible, mais il a plaidé pour une certaine clémence, arguant que Bastien avait déjà perdu sa réputation, sa famille, et que le punir davantage ne servirait à rien. Il a proposé un partage à 50-50 du patrimoine, ce qui dans les circonstances était presque insultant, et a minimisé l'importance du préjudice moral que j'avais subi. Cette tentative pathétique de défense a presque suscité des rires dans l'assistance. Même Bastien avait l'air gêné par la faiblesse des arguments présentés en son nom. Il savait qu'il était fini, que sa stratégie de détruire ma crédibilité s'était retournée contre lui de la manière la plus spectaculaire possible. Le juge Marchand a écouté tout cela avec son calme habituel, prenant des notes, posant parfois une question pour clarifier un point. Quand les avocats ont terminé leur plaidoirie, il a annoncé qu'il allait délibérer et que le jugement serait rendu immédiatement, ce qui était inhabituel, mais pas sans précédent dans les affaires particulièrement claires. La salle s'est vidée partiellement pendant la suspension, mais Eloria et moi sommes restés, incapables de bouger, attendant le verdict qui allait clore ce chapitre douloureux de nos vies. Bastien est sorti fumer une cigarette, chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Le stress le détruisait de l'intérieur, et une partie de moi, malgré tout ce qu'il m'avait fait, ressentait une forme de pitié pour lui. Après 45 minutes qui ont semblé durer une éternité, le juge est revenu et nous a tous rappelés dans la salle. Son expression était grave, solennelle, celle d'un homme qui s'apprête à rendre une décision qui changera des vies. Il a commencé par rappeler les faits principaux de l'affaire, les accusations initiales de Bastien contre moi, les révélations apportées par Eloria, les découvertes de l'expert judiciaire. Puis il a parlé de ce qu'il considérait comme l'essence même de ce procès. La destruction systématique d'une personne par quelqu'un qui prétendait l'aimer, l'utilisation du mariage comme couverture pour des activités frauduleuses, la manipulation psychologique exercée pendant des décennies. Il a dit que ce qu'il avait devant lui n'était pas simplement un divorce conflictuel, mais l'un des cas les plus flagrants d'abus conjugal économique et psychologique qu'il ait eu à juger dans sa carrière. Le jugement qu'il a prononcé a dépassé tout ce que nous avions espéré. Non seulement il a accordé le divorce aux torts exclusifs de Bastien, mais il m'a attribué 85% du patrimoine commun reconstitué, incluant la maison familiale et la plupart des actifs financiers. Les 15% restants devaient servir en priorité à assurer l'avenir de Théo, le fils caché de Bastien, avant que celui-ci puisse en disposer pour lui-même. Les dommages et intérêts fixés s'élevaient à 250 000 €, une somme importante destinée à compenser les années de manipulation et de préjudice moral. Le juge a également ordonné que Bastien rembourse tous les frais de justice et a transmis le dossier au procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête pénale sur les charges de faux, usage de faux, escroquerie et fraude fiscale. Mais ce qui m'a le plus touché, ce n'étaient pas les chiffres ou les pourcentages. C'étaient les mots que le juge a utilisés pour qualifier ce que j'avais vécu. Il a parlé de mon dévouement exemplaire en tant qu'épouse et mère, de ma dignité face à l'adversité, de ma force morale pour aller jusqu'au bout de cette procédure malgré les obstacles. Il a dit que mon cas devait servir d'exemple à toutes les femmes qui se trouvent dans des situations similaires, prisonnières de mariage où elles sont systématiquement dévalorisées et contrôlées économiquement. Il a souligné le courage d'Eloria, qui avait choisi la vérité et la justice plutôt que de protéger l'image de son père. Et il a conclu en disant que ce jugement était non seulement une réparation pour moi personnellement, mais aussi un message à la société. Que les femmes qui sacrifient leur carrière pour soutenir leur famille méritent reconnaissance et protection, pas mépris et exploitation. Quand il a prononcé ces derniers mots et frappé son marteau pour clore l'audience, j'ai senti quelque chose se briser en moi, mais dans le bon sens. C'était comme si une armure que je portais depuis des années, faite de peur, de honte et de doute de moi-même, tombait soudainement. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais c'étaient des larmes de soulagement, de libération, de victoire. Eloria m'a serré dans ses bras, elle pleurait aussi. Maître Bruno nous a rejointes, souriant largement, nous félicitant pour notre persévérance. Autour de nous, des gens que je ne connaissais même pas, d'autres justiciables présents dans la salle pour leurs propres affaires,
applaudissaient. C'était surréaliste, magnifique, écrasant émotionnellement. Bastien, lui, était effondré sur sa chaise, le visage dans les mains. Maître Lavigne tentait de le réconforter, parlant déjà de possibilités d'appel, mais on voyait bien que c'était sans espoir. La preuve était trop accablante, le jugement trop solide juridiquement. Bastien allait devoir faire face aux conséquences de ses actes, peut-être pour la première fois de sa vie. Je l'ai regardé une dernière fois en sortant de la salle, et j'ai ressenti non pas de la haine, mais une forme de paix. Cet homme n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Il ne pouvait plus me faire de mal. J'étais libre, vraiment libre, pour la première fois depuis que j'avais 20 ans. Les semaines qui ont suivi le jugement ont été remplies de démarches administratives pour mettre en œuvre toutes les décisions du tribunal. La maison a officiellement été transférée à mon nom, les comptes bancaires ont été réorganisés, les actifs ont été redistribués selon les proportions fixées par le juge. Bastien a dû quitter la maison de Montigny-le-Tilleul définitivement et s'est installé dans un petit appartement à Charleroi. L'enquête pénale a été officiellement ouverte et il a été convoqué plusieurs fois par la police judiciaire. Son entreprise a commencé à souffrir de sa réputation ternie, certains clients importants ayant décidé de rompre leur contrat après avoir appris les détails de l'affaire. La chute était aussi spectaculaire que l'avait été son arrogance lors de cette première audience où il m'avait accusé de n'avoir jamais servi à rien. Eloria a continué à voir son demi-frère Théo régulièrement. Elle s'est attachée à ce petit garçon qui était innocent de tout ce drame adulte. Et Camille a été touchée par l'attention que ma fille portait à son fils. Elles ont même commencé à développer une forme d'amitié étrange. Ces deux femmes, qui avaient partagé le même homme sans le savoir pendant des années. Théo était un enfant doux et intelligent, un peu timide, qui adorait les livres et les échecs. Eloria lui a promis qu'elle veillerait toujours sur lui, qu'il pourrait compter sur elle, comme sur une grande sœur. Cette relation nouvelle apportait quelque chose de beau et d'inattendu dans toute cette histoire sombre. Quant à moi, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce que je voulais faire du reste de ma vie. À 44 ans, j'avais l'impression de renaître, de recommencer à zéro avec une sagesse durement acquise, mais aussi avec des ressources et une liberté que je n'avais jamais eue. J'ai commencé à suivre des cours de comptabilité dans un centre de formation pour adultes à Lille. J'avais toujours eu un don pour les chiffres, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le développer professionnellement. Maintenant, avec le temps et les moyens, je pouvais enfin poursuivre quelque chose qui m'intéressait vraiment. Les autres étudiantes du cours, toutes plus jeunes que moi, ont été surprises au début de voir une femme de mon âge parmi elles. Mais elles m'ont rapidement acceptée, et certaines sont devenues des amies. J'ai également commencé à m'impliquer dans une association locale qui aide les femmes victimes de violences conjugales et d'abus économiques. Mon histoire, qui avait fait quelques vagues dans la presse locale après le jugement, avait touché beaucoup de femmes qui se reconnaissaient dans ce que j'avais vécu. Certaines m'ont contacté pour me remercier d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout, d'autres pour me demander des conseils sur leur propre situation. Je me suis rendu compte que mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, pouvait servir à aider d'autres personnes. J'ai commencé à donner des témoignages lors de réunions de l'association, à partager ce que j'avais appris sur les signes d'alerte d'une relation toxique, sur l'importance de maintenir une certaine indépendance financière, même dans un mariage. 1 an après le jugement, j'ai reçu une lettre de Bastien. C'était la première fois qu'il me contactait directement depuis la fin du procès. L'enquête pénale était toujours en cours, il risquait plusieurs années de prison pour fraude fiscale et son entreprise avait dû fermer faute de clients. Il vivait maintenant d'une petite pension et de quelques travaux de consulting qu'il arrivait à décrocher de temps en temps. Dans sa lettre, il me présentait ses excuses. Il écrivait qu'il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'il avait fait, aux vies qu'il avait détruites ou abîmées par son égoïsme et sa lâcheté. Il reconnaissait avoir été un mauvais mari, un père absent pour Théo et manipulateur pour Eloria. Un homme qui avait privilégié son ego et son confort au détriment de tout le reste. Il ne demandait pas mon pardon, disait-il, car il savait qu'il ne le méritait pas. Il voulait juste que je sache qu'il regrettait sincèrement tout ce qu'il m'avait fait subir. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, cherchant entre les lignes la manipulation habituelle, le piège caché,
mais je n'ai trouvé que de la sincérité brisée. Bastien était détruit, et c'était ses propres actions qui l'avaient détruit. J'ai montré la lettre à Eloria, qui a pleuré en la lisant. Elle voyait son père régulièrement, pas par obligation mais par choix, essayant de maintenir une relation malgré tout ce qui s'était passé. Elle me disait qu'il était différent maintenant, plus humble, plus honnête, comme si perdre tout ce qu'il avait construit sur des mensonges l'avait forcé à devenir enfin authentique. Je ne savais pas si je devais répondre à cette lettre. Une partie de moi voulait clore définitivement ce chapitre, une autre partie pensait qu'accepter ses excuses pourrait m'aider à guérir complètement. Finalement, après plusieurs semaines de réflexion, j'ai écrit une courte réponse. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, non pas pour lui, mais pour moi, parce que garder de la rancune ne faisait que me faire du mal. Je lui ai dit que j'espérais qu'il utiliserait le reste de sa vie pour devenir un meilleur homme, un meilleur père pour Théo, qui méritait mieux que ce qu'il avait reçu jusqu'ici. Je lui ai dit que je lui pardonnais, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que moi, je méritais de vivre sans le poids de la colère et de la haine. Et puis j'ai terminé en disant que je lui souhaitais de trouver la paix, comme j'étais en train de trouver la mienne. J'ai envoyé cette lettre et je me suis sentie plus légère, comme si ce dernier lien qui me retenait au passé venait de se rompre. Aujourd'hui, 2 ans après ce fameux jour au tribunal où le juge s'est levé pour déclarer que je n'avais jamais été l'accusé, ma vie est méconnaissable. J'ai terminé ma formation en comptabilité avec d'excellentes notes et j'ai trouvé un emploi à mi-temps dans un cabinet à Lille. Ce n'est pas un travail extraordinaire, mais c'est le mien, gagné par mon mérite, et chaque euro que je gagne me rend fière. Eloria a obtenu son diplôme universitaire et travaille maintenant comme assistante sociale, inspirée, dit-elle, par tout ce que nous avons traversé ensemble. Elle continue à voir Théo régulièrement et est devenue une figure importante dans sa vie. Le petit garçon a maintenant 13 ans et s'épanouit avec le soutien de sa mère, de son beau-père et de sa grande sœur inattendue. J'ai même commencé à sortir un peu, à avoir une vie sociale, à rencontrer des gens. Je ne cherche pas particulièrement une nouvelle relation amoureuse, mais je ne la refuse pas non plus si elle devait se présenter naturellement. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à profiter de moments simples comme lire un livre dans mon jardin, cuisiner un bon repas juste pour moi ou passer une soirée avec des amis à discuter de tout et de rien. La maison de Montigny-le-Tilleul est devenue vraiment la mienne. J'ai changé la décoration, réorganisé les espaces, enlevé tout ce qui me rappelait Bastien pour créer un environnement qui reflète qui je suis vraiment et non plus qui j'étais censé être. Ce que j'ai appris de toute cette épreuve, c'est que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de nous, même quand ces autres sont les personnes les plus proches de nous. Pendant des années, j'ai laissé Bastien définir qui j'étais, ce que je valais, ce que je méritais. J'ai accepté son jugement comme si c'était une vérité universelle. Mais le jour où j'ai décidé de me battre, le jour où j'ai choisi de croire en ma propre version de l'histoire plutôt qu'en la sienne, tout a changé. Ce n'est pas le jugement du tribunal qui m'a sauvé, même s'il a été important. C'est ma décision de ne plus accepter d'être traitée comme si je ne valais rien. C'est ma décision de dire « Non, je ne suis pas celle que tu prétends que je suis, et je vais le prouver ». Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes dans une relation où vous êtes constamment dévalorisé, contrôlé, où votre contribution n'est jamais reconnue, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous méritez mieux. Il n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie en main. Même si ça semble impossible, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas par où commencer. Cherchez de l'aide, parlez à des personnes de confiance, consultez un avocat si nécessaire. La justice n'est pas toujours parfaite, mais elle existe, et parfois elle fonctionne quand on a le courage de s'y adresser. Votre vie, votre dignité, votre bonheur valent la peine de se battre, même quand la bataille semble perdue d'avance. Ce jour-là au tribunal, quand mon mari a dit que je n'avais jamais servi à rien, il pensait m'achever définitivement. Il pensait que ces mots, prononcés publiquement, avec autorité, devant des juges et des avocats, deviendraient ma vérité. Mais il se trompait. Ces mots sont devenus le déclencheur de ma libération. Ils ont révélé au monde qui il était vraiment, et ils m'ont donné la force de montrer qui j'étais vraiment. Quand le juge s'est levé pour dire que je n'avais jamais été l'accusé,
Il ne faisait pas qu'invalider les accusations de Bastien. Il validait ma vie entière, mon sacrifice, mon amour, mon travail, tout ce que j'avais donné pendant 24 ans. Et cette validation, venue d'un homme qui ne me connaissait pas personnellement, mais qui avait vu la vérité dans les faits, a été plus puissante que n'importe quelle déclaration d'amour que Bastien aurait pu me faire dans le passé. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois enfin la femme que je suis vraiment. Pas celle que Bastien voulait que je sois, pas celle que la société attendait que je sois, mais celle que j'ai choisi de devenir après avoir traversé l'épreuve la plus difficile de ma vie. Je vois une survivante, une combattante, une femme qui a refusé d'être effacée. Je vois quelqu'un qui a trouvé sa voie après des années de silence, qui a réclamé sa place après des années d'invisibilité. Et je suis fière de cette femme. Je suis fière du chemin parcouru, des cicatrices qui me rappellent d'où je viens, et de la force que j'ai découverte en moi quand j'en avais le plus besoin. Ma fille me dit souvent que je suis son héroïne, que je lui ai appris la vraie signification du courage et de la dignité. Ces mots me touchent profondément parce que pendant longtemps, je craignais d'être un exemple de faiblesse pour elle. Mais elle a vu que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever après être tombée. Elle a vu que la vraie dignité n'est pas de ne jamais être humiliée, c'est de refuser de laisser cette humiliation définir qui nous sommes. Et elle a appris que l'amour véritable, qu'il soit familial, amical ou romantique, ne contrôle pas, ne diminue pas, ne détruit pas. L'amour véritable élève, soutient, célèbre. Tout le reste n'est qu'une imitation dangereuse qui porte le masque de l'amour mais cache la violence. Alors voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'une femme ordinaire de Saint-Avelin-sur-Scarpe qui a cru aux contes de fées et qui a découvert qu'elle vivait dans un cauchemar. L'histoire d'une mère qui a trouvé une alliée inattendue dans sa propre fille. L'histoire d'une victime qui a refusé de rester victime et qui s'est transformée en survivante. C'est l'histoire de la justice qui, pour une fois, a vraiment rendu justice. Et c'est l'histoire d'un nouveau commencement à 44 ans, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main et devenir enfin la personne que nous avons toujours été destinés à être. Ce jour où le juge s'est levé a marqué la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un nouveau livre dont je suis enfin l'auteur, et non plus juste un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous trouvé la force de vous lever ce matin-là, de franchir les portes de ce tribunal, sachant que l'homme qui vous avait juré amour et protection allait vous détruire publiquement? Auriez-vous eu le courage de regarder la vérité en face, même quand elle faisait si mal, qu'on avait l'impression que son cœur allait s'arrêter? Je vous pose cette question parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont vécu quelque chose de similaire, ou connaissent quelqu'un qui l'a vécu. Nous sommes plus nombreuses qu'on ne le pense à avoir donné notre vie entière pour construire un foyer, pour élever nos enfants, pour soutenir nos maris, et à avoir découvert un jour que tout cela ne comptait pas, que nous étions invisibles, que nos sacrifices ne valaient rien aux yeux de ceux que nous aimions le plus. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas qu'un récit parmi tant d'autres. C'est un témoignage de ce que tant de femmes de notre génération ont enduré en silence, cachant leur douleur derrière des sourires polis et des apparences de bonheur. Combien d'entre nous ont avalé leurs larmes pour ne pas inquiéter les enfants? Combien ont accepté l'inacceptable parce qu'elles avaient peur de se retrouver seules, sans ressources, jugées par une société qui préfère fermer les yeux? Mais aujourd'hui, en partageant mon histoire avec vous, j'espère que quelque part, une femme qui se sent prisonnière, qui se sent invisible, qui doute de sa propre valeur, entendra ces mots et comprendra qu'elle n'est pas seule, qu'elle mérite mieux, et qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Alors je vous demande quelque chose d'important. Prenez un instant pour laisser un commentaire ici, sous cette vidéo. Dites-moi ce que cette histoire vous a fait ressentir. Dites-moi si vous auriez pris la même décision que moi ou si vous auriez fait différemment. Partagez votre propre expérience si vous en avez le courage, parce que chaque témoignage compte, chaque voix mérite d'être entendue. Et si vous préférez rester discrète, c'est parfaitement compréhensible aussi. Mais au moins, dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment. Est-ce que vous êtes en France, en Belgique, en Algérie,
au Québec ou ailleurs dans ce vaste monde francophone qui nous unit. Savoir que vous êtes là, quelque part, à m'écouter, à partager ce moment avec moi, cela me donne la force de continuer à raconter ces histoires qui doivent être racontées. Parce que voyez-vous, quand nous partageons nos histoires, nous créons quelque chose de puissant. Nous brisons le silence qui a protégé les hommes comme Bastien pendant trop longtemps. Nous montrons à nos filles et nos petites filles qu'elles ne doivent jamais accepter d'être diminuées, contrôlées, effacées. Nous créons une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement, qui se comprennent sans avoir besoin de longues explications, qui savent reconnaître la vérité dans les yeux de l'autre. Et c'est pour cela que je vous demande aussi, si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, de vous abonner à notre canal. En vous abonnant, vous faites bien plus que simplement suivre des vidéos. Vous rejoignez une famille de femmes courageuses qui ont décidé que leur voix compte, que leurs histoires méritent d'être entendues, que leur dignité n'est pas négociable. Chaque commentaire que vous laissez, chaque like que vous donnez, chaque fois que vous partagez ces histoires avec vos amis, vos sœurs, vos filles, vous contribuez à créer un mouvement qui dit aux femmes partout dans le monde qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont importantes, qu'elles méritent le respect et l'amour véritable. Vous aidez à donner de la force à celles qui en ont besoin, à celles qui sont encore dans le noir, qui ne voient pas encore la lumière au bout du tunnel. Votre engagement n'est pas juste un geste numérique sans importance. C'est un acte de solidarité, de sororité, de reconnaissance mutuelle de nos luttes communes. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont plus de 60 ans, comme moi. Nous avons vécu à une époque où on nous apprenait à nous taire, à accepter, à endurer. On nous disait que le bonheur d'une femme se trouvait dans le sacrifice, dans l'abnégation, dans l'effacement de soi pour le bien des autres. Mais regardez où cela nous a menés. Combien d'entre nous se sont réveillés un jour, dans la cinquantaine ou la soixantaine, et se sont demandé qui elles étaient vraiment, en dehors de leur rôle d'épouse et de mère. Combien ont découvert qu'elles avaient passé toute leur vie à vivre pour les autres sans jamais se donner la permission de vivre pour elles-mêmes. Il n'est jamais trop tard pour changer cela. Il n'est jamais trop tard pour réclamer notre place, notre voix, notre droit d'exister pleinement. Et ensemble, en partageant nos histoires, en nous soutenant les unes les autres, nous pouvons montrer au monde que les femmes de notre génération ne sont pas des victimes silencieuses. Nous sommes des survivantes, des combattantes, des témoins d'une époque en train de changer. Alors voilà, ma demande finale. Laissez-moi un commentaire, racontez-moi votre histoire, ou simplement dites-moi que vous étiez là, que vous avez écouté, que vous avez compris. Dites-moi d'où vous venez et ce que cette histoire a éveillé en vous. Abonnez-vous au canal Narratrice Illustre pour continuer à entendre ces récits qui donnent de la force, qui inspirent, qui guérissent. Parce que chaque fois que vous le faites, vous ne soutenez pas seulement une chaîne ou des vidéos. Vous soutenez un mouvement, une communauté, une vision d'un monde où les femmes comme nous ne sont plus jamais réduites au silence. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'en suis certaine, touchera votre cœur autant que celle-ci. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous valez tellement plus que ce que quiconque vous a fait croire.